Bonjour à tous. Je vois que les gens commencent à s'inscrire, à arriver, donc on va attendre quelques instants avant de démarrer. Un 4,25 pour le moment. Ok, je pense qu'on va tout doucement commencer. Alors, bienvenue à tout le monde. Merci de nous rejoindre pour ce second épisode de l'Ergon Café, qui donc va traiter de l'éco-responsabilité dans les cliniques vétérinaires. J'en profite pour remercier nos partenaires annuels, à savoir TVM sous la marque Dome Pharma, MSD Santé Animale et Hills, et spécifiquement pour les Ergon Café Virbac, qui s'engagent auprès des cliniques vétérinaires pour sensibiliser et les accompagner dans leur démarche RSE depuis cette année. Sans plus attendre, je vais bientôt laisser la parole à Caroline Bégul-Convert, qui avait déjà animé le premier épisode. Vous pouvez voir son large CV en présentation. Elle sera cette fois-ci accompagnée de deux témoignages. Le premier témoignage par Aline Pichereau-Quentin, qui est ASV depuis presque 3 ans dans une clinique vétérinaire en Normandie et qui est également actuellement étudiante en école veto et membre d'EcoVeto. Et le second témoignage sera délivré par Marion Martini, qui est donc diplômée de Lyon en 2013, qui a fait un internat équine à Nantes et qui travaille maintenant depuis 2020 chez Annie Kuhn dans le Morbihan. Sans plus attendre, je laisse la place à Caroline. À tout à l'heure. Ah oui, pardon, petite précision, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat ou lever la main et je pourrai ensuite vous laisser la parole pour poser les questions directement à nos 3 intervenantes. À tout à l'heure. Merci Arnaud. Bonjour à tous, c'est Caroline qui parle. Donc, je suis très heureuse d'aborder l'étape 2 de notre parcours éco-responsable. Jeudi 2 février, nous avons traversé les fondamentaux. L'objectif était de nous créer notre propre culture générale autour des notions de développement durable, RSE et surtout comprendre pourquoi les entreprises s'engageaient de plus en plus dans cette démarche. Nous avions aussi commencé à voir quels étaient les leviers dans une clinique vétérinaire sur lesquels nous pouvions agir. Aujourd'hui, nous rentrons dans du concret. Et mon objectif est clair, vous donner envie de vous lancer dans cette démarche. Bilan à 14h15, je veux que tous les participants qui soient ici lancent une dynamique éco-responsable dans leur clinique, si ce n'est pas déjà fait. Pour venir nourrir ma présentation, vous aurez la chance d'avoir les témoignages d'Aline et Marion qui ont déjà engagé leur clinique dans cette démarche. Ma présentation est dense, on a un timing un peu serré, donc je vous prie de m'excuser si je tiens un rythme, infernal, et si nous dépassons un tout petit peu à la fin pour les questions. Commençons. À la fin du dernier webinaire, je vous avais posé 5 questions. Quelle est votre principale motivation à vous engager dans une démarche éco-responsable? Quels sont pour vous les principaux freins? Pensez-vous pouvoir engager votre équipe facilement? Si oui, comment? Qu'est-ce qui a déjà été mis en place et qu'est-ce que cette démarche apporterait à votre structure? Alors, je voulais vous remercier ceux qui m'ont répondu. Ils n'étaient pas nombreux. En revanche, les témoignages étaient très riches, ce qui m'a permis d'émettre une hypothèse au vu des témoignages que j'ai eus, que ceux qui ont répondu avaient déjà engagé une démarche éco-responsable dans leur clinique depuis des mois, voire des années, et que peut-être ceux qui ne m'avaient pas répondu, probablement une partie de temps, un manque de temps, mais aussi peut-être le fait que vous êtes là aussi par curiosité et que vous êtes là pour qu'on vous apporte des solutions et des clés. C'est ce qui va être un peu le cas dans la première partie de l'exposé, des petits éco-gestes en fait. C'est comment vous mettre en dynamique. Donc, j'espère que je vais répondre à une grande partie des attentes de l'auditoire.
Dans tous les cas, par rapport aux témoignages que j'ai eus, quelles étaient les motivations principales à vous engager dans cette démarche? Elles étaient à la fois animées par des convictions environnementales, mais aussi par les bénéfices managériaux et les économies qu'on pouvait en faire. Dans les bénéfices managériaux, il y avait surtout améliorer sa marque employeur. On sait que le marché vétérinaire aujourd'hui est tendu, il y a un manque de vétérinaires. Et donc, en effet, cette démarche peut justement améliorer, entre autres, une des facettes de votre marque employeur. Dans les freins, la plupart du temps, c'était par le manque de temps. Bilan, il y avait cette crainte que le temps que vous alliez apporter à cette démarche, l'énergie, les efforts, et ben, vous aviez du mal à évaluer si ce temps, ce coût allait avoir vraiment un impact important. Je m'exprime, je donne un exemple. On décide de mettre le tri dans une clinique, le tri en place. Et en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on peut penser. Donc, ça veut dire faire de la pédagogie, ça veut dire passer du temps. Mais est-ce que, par exemple, cette décision de faire du tri a vraiment un impact important sur mon empreinte carbone? C'est ce type de questions que vous vous posiez. Donc, j'espère pouvoir un peu répondre dans mon exposé à ces questions-là. Et enfin, un des freins était aussi la pérennité des mesures. Et ça, je vais répondre dans l'exposé, j'en suis certaine. Parce que la pérennité des mesures, la plupart du temps, en fait, c'est lié aux personnes qui s'engagent dans cette démarche. Donc, si vous n'en faites pas un projet d'entreprise, il y a de fortes chances que si la personne qui a été votre ambassadrice ou ambassadeur et parte, eh ben, les mesures éco-responsables partent avec elle. Donc, en effet, une des réponses, c'est de faire de cette démarche un projet d'entreprise. Pour le reste des questions, vous verrez dans toute la première partie, en fait, il y a un petit encart à chaque fois gris qui apparaît à droite, où c'est noté vos astuces. Et ça, c'est issu de vos témoignages. Donc, ça veut dire que ce qui est dans cet encart gris, c'est des choses qui ont déjà été mises dans les cliniques et qui fonctionnent. La méthode. Alors, dans mon envie de vous ouvrir les chakras, j'avais un peu fini comme ça la dernière fois, c'est encore mon envie aujourd'hui. Je voulais vous expliquer comment se passe la mise en place d'une démarche éco-responsable dans un grand groupe, dans une grande entreprise. Elle est structurée en 8 étapes. La première, engagement de la direction. Pour moi, c'est l'étape clé. C'est-à-dire que si la direction, les associés, les actionnaires de l'entreprise ne sont pas engagés et ne croient pas à cette démarche, honnêtement, vous vous arrêterez rapidement au stade des petits éco-gestes. Donc, il faut, l'engagement de la direction. 2, faire un diagnostic. Vous avez l'habitude, c'est vraiment c'est la première étape de votre médecine. Donc, un diagnostic de l'existant, des bonnes pratiques. Parce que d'abord, ça motive les équipes de s'apercevoir qu'on ne part pas de zéro. Donc, dans les grands groupes, on fait un état des lieux, un diagnostic. À partir de là, ça permet de dessiner ces enjeux prioritaires. Donc, ces enjeux environnementaux prioritaires. Et ça, c'est dépendant de votre structure, dépendant de l'entreprise dans laquelle on décide de faire cette démarche. Donc, on focalise ces enjeux. On ne peut pas être sur tous les terrains en même temps. Ce n'est pas possible. À partir de là, on dessine une stratégie. On met en place un plan d'action. On met en œuvre ce plan d'action. On fait un suivi et l'évaluation des résultats de tous les projets qu'on a engagés. Dans notre jargon, en tout cas dans mon ancien jargon, on parlait de KPI, c'est-à-dire que c'est des indicateurs de suivi. Et s'il faut, on réajuste si on s'aperçoit en fait que ça ne fonctionne pas exactement comme on voulait. Et enfin, je dis vraiment enfin, on valorise et on communique nos actions. Pourquoi je dis enfin? Parce que vous l'avez tous vu ces dernières années, il y a des grands groupes qui ont communiqué avant et rapidement, ils ont été rattrapés par la patrouille. On parle de greenwashing. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Donc, bilan, une démarche éco-responsable dans un grand groupe, ça engage toute l'entreprise, ça doit s'inscrire dans la stratégie de l'entreprise, se co-construit avec les parties prenantes. Parties prenantes d'une entreprise, c'est tout votre écosystème. Par exemple, une clinique veto, ça va être vos clients, les propriétaires d'animaux, les éleveurs, mais ça va être aussi les laboratoires, les pet fooders, la banque avec laquelle vous êtes en relation, la commune dans laquelle vous êtes, etc., etc. C'est tout votre écosystème. Cette démarche doit être efficace et simple, se valorise en interne et en externe, en interne en priorité. On communique en interne sur l'avancement des démarches et ça permet de dessiner une croissance durable et responsable. Dans une clinique vétérinaire, comment on peut faire? Je pense que ces 8 étapes,
c'est trop compliqué, sachant que ça se fait à peu près sur, au minimum 2 ans. Donc j'ai dessiné en fait une démarche, une dynamique éco-responsable en 3 étapes clés. Pour moi, la première est essentielle. On se lance et on motive. On engage les gens. Comment? Par la mise en place d'éco-gestes. C'est des petites actions assez simples, mais qui vont motiver. À partir du moment où on a mis pas mal d'éco-gestes en place, on structure en dessinant sa démarche éco-responsable. Quand la démarche est mise en place, on pérennise. On pérennise comment? C'est à partir de ce moment-là qu'on écrit sa stratégie éco-responsable. En gros, ce que je vous propose, c'est de commencer par l'action et après la stratégie. C'est souvent à l'opposé, en fait. Les projets, généralement, on dessine une stratégie, puis après, on met un plan d'action. On l'a vu d'ailleurs dans les grands groupes. Moi, je vous propose à l'envers. On commence par l'action et après, on dessine sa stratégie. En pratique, comment ça se passe? Sur l'étape 1, on se lance et on motive. C'est une mise en dynamique, c'est une mise en bouche. On parle d'éco-gestes. On commence humblement avec l'objectif d'embarquer une partie des équipes dans l'aventure. Vraiment humblement, parce que parfois, certains projets, ça paraît simple et finalement, c'est plus compliqué à mettre en place. Donc, commencez petit, plus petit, et après, monter en puissance. On teste, on s'amuse, on réajuste. On partage l'avancement de la mise en place pendant vos réunions d'équipe. On communique en interne parce que parfois, d'autres personnes pourront venir vous aider, etc. Donc, ça doit vraiment ça doit pas être dépendant de 2, 3 personnes, mais vraiment, on communique en interne. La dernière fois, je vous ai présenté les 9 leviers, ces fameux 9 leviers que j'avais identifiés sur lesquels vous pouviez agir dans une structure vétérinaire. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on les traverse tous et je vais vous donner des petits éco-gestes pour chacun d'entre eux, sachant que dans les témoignages, vous verrez, beaucoup de choses ont été mises en place. Commençons avec la partie bâtiment et consommation énergétique. C'est un des gros postes, un des gros leviers sur lesquels il faut agir. J'ai trouvé une étude qui a été faite dans des cabinets médicaux et cabinets vétérinaires en France. Et on s'aperçoit que la consommation énergétique, une grande partie est due au chauffage, pratiquement 29%, 28% la climatisation, 15% tout ce qui est eau chaude à destination de l'usage ménager ou votre activité, et après 12% les luminaires, éclairage. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Alors, j'ai donné des petits titres, je me suis un peu amusée, mais à chaque fois, éco, consommation, veto, vous verrez, il y a des petits titres plus ou moins rigolos. Sur la partie, donc on s'aperçoit que pratiquement 60% de la consommation énergétique dans une clinique vétérinaire est liée à 2 postes, le chauffage et la climatisation. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place sur la partie chauffage? On a 2 actions, action sur la régulation, action sur la production. Action sur la régulation, mettre en place une régulation pour piloter les différentes zones selon l'occupation et l'usage et limiter la température du chauffage à 19 degrés. En gros, mettre en place un thermostat. Pour vous, aujourd'hui, ça doit être peut-être déjà mis en place parce qu'on est passé avec le dernier hiver, la sobriété énergétique. On en a tous entendu parler. Donc, peut-être que c'est des pratiques que vous avez déjà mis en place et c'est très bien. Vous pouvez même aller plus loin. Il y a 1 an, je ne suis pas sûre qu'on aurait été aussi avancé. Donc, continuez dans ce sens-là. Il est aussi important d'améliorer l'isolation thermique de votre bâtiment. Vous n'avez pas d'obligation aujourd'hui, mais probablement qu'un jour, la législation va se resserrer et qu'on aura tous des obligations par rapport à ça. Action sur la production aussi. Important de faire un diagnostic de votre système de chauffage et de voir s'il y a possibilité de mettre une pompe à chaleur. Sur la climatisation, clairement, si vous pouvez vous en passer, on s'en passe. C'est toujours de l'énergie non consommée. Et si possible, prioriser des protections extérieures pour limiter l'apport solaire ou des solutions de rafraîchissement passive. Dans tous les cas, l'ADEME recommande d'éviter un écart de température de plus de 8 degrés entre l'extérieur et l'intérieur si vous mettez en place une climatisation. Enfin, l'éclairage, changer les éclairages, mettre des LED. Vous êtes nombreux à l'avoir fait. Ça permet d'avoir des grosses économies et pour le coup, c'est un point important. Économie énergétique et économie financière.
Sur la partie transport et mobilité, c'est aussi un gros poste sur lequel vous pouvez agir. Ce n'est pas le plus simple, je pense, dans le domaine veto, mais c'est important. Si je vous avais en face de moi, je vous demanderais si vous connaissiez la loi d'orientation des mobilités. Je ne pense pas que vous la connaissez. La loi LOM. Depuis le 1er janvier 2020, la loi LOM impose aux entreprises de plus de 50 salariés qui travaillent sur un même site d'insérer un volet mobilité dans les négociations salariales annuelles obligatoires. Vous allez me dire, je pense que vous êtes peu nombreux à être plus de 50 salariés sur un même site. Mais encore une fois, par rapport à ce que je vous expliquais le 2 février, la législation se resserre, les taux se resserrent. Donc peut-être que dans quelques années, ce sera 20 salariés, puis 10 salariés, etc. Donc plus on anticipe, mieux c'est. Cette loi, qu'est-ce qu'elle change aujourd'hui pour les employeurs? Elle impose finalement une décarbonation des véhicules. Vous en avez entendu parler. Zéro thermique en 2040. Qu'est-ce que ça veut dire zéro thermique en 2040? C'est interdiction de vendre un véhicule qui utilise des ressources fossiles carbonées. OK? 2040. Verdissement des flottes automobiles. 2021, 30% pour les collectivités, 10% pour les entreprises qui ont un parc de plus de 100 véhicules. C'est quoi une voiture verte? C'est une voiture électrique, une voiture hybride ou une voiture hybride rechargeable. C'est ces 3 types de véhicules. OK, ça ne vous touche pas aujourd'hui, mais peut-être que dans quelques années, ça sera le cas. Évolution des infrastructures, justement, on met en place de plus en plus de places de vélo, des points de recharge. Et les communes aussi, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont dans des grandes communes de plus de 100 000 habitants. Moi, j'habite à côté de Lyon et en effet, on est sur une zone, leur souhait est de tendre vers une zone à faible émission, la fameuse ZFE. Et donc, ils ont une politique du transport. C'est-à-dire qu'on doit entrer, en tout cas à terme, qu'avec des véhicules à très faible émission. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en fait dans les cliniques veto? Éco-conduite veto. Alors déjà, de quel déplacement parle-t-on? On parle des déplacements de toute la mobilité de vos équipes, à partir du moment où elles partent de chez elles jusqu'à la clinique. On parle des déplacements de vos clients. Bien évidemment, des déplacements professionnels, toutes vos consultations, vos visites, etc. Mais aussi toutes les livraisons, dès lors que vous achetez, vous commandez du matériel, des médicaments, des dispositifs médicaux ou du consommable, ça rentre en compte. Ça rentre en compte dans votre empreinte carbone, donc ça rentre en compte dans la gestion de votre mobilité et de vos déplacements. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou quels sont les axes de réflexion que vous pourriez avoir? Déjà, réfléchir à la cylindrée de la flotte de véhicules de la clinique. C'est un début de réflexion à avoir. Alors, je sais que pour certains, c'est une réflexion qui est douloureuse, pour d'autres moins, mais en tout cas, vous pouvez commencer à réfléchir à ça. Échanger en équipe sur comment repenser vos déplacements versus vos plannings. Ça vous paraît aujourd'hui peut-être inconcevable dans votre pratique du quotidien. Ça l'était aussi dans d'autres entreprises, mais aujourd'hui, dans ces entreprises pour lesquelles il y a des obligations, elles ont trouvé des solutions. Et elles ont été accompagnées d'ailleurs par pas mal d'entreprises pour les aider à regérer leur planning. Donc, je pense que ça peut être un bon début de commencer à en discuter en équipe. Questionnez vos parties prenantes pour avancer ensemble. Je vous l'ai dit au départ, une vraie démarche éco-responsable, on questionne nos parties prenantes. Eh bien, vous pouvez questionner votre centrale, votre distributeur sur l'optimisation de ses tournées. Comment ça fonctionne? Comment vous pouvez les aider à optimiser leur tournée? Est-ce que c'est une livraison par semaine, une commande par semaine ou, je ne sais pas, voir avec eux quelle est la meilleure optimisation? Vos clients, sur leur déplacement pour venir à la clinique, si vous êtes dans des zones urbaines ou périurbaines, comment viennent-ils? Et enfin, un dernier point, tester la téléconsultation. Je ne sais pas si c'est mis en place sur le terrain, c'est mis en place en humaine. En veto, j'ai l'impression qu'on a un peu de retard, mais peut-être que dans les années à venir, ce sera une solution par rapport à cette problématique de mobilité et de gaz à effet de serre liés à la mobilité et au transport. Encore une fois, dans l'encart gris, vous avez vos astuces. Troisième point, gestion des déchets et des consommables, qui est une part importante de la gestion des gaz à effet de serre. On parle des 5 R du zéro déchet. Et ça, c'est applicable. C'est quoi les 5 R du zéro déchet? Je pense que certains d'entre vous le savent. Refuser ce dont on peut se passer. Réduire ce dont on a besoin et que l'on ne peut pas refuser.
Réutiliser ce que l'on consomme et que l'on ne peut ni refuser ni réduire. Recycler ce que l'on ne peut pas réutiliser, tri et valorisation de certains déchets. Et enfin, retourner à la terre ce qu'elle a donné, composter. Je vous ai mis un exemple de petit bouquin. Moi, je l'utilise à titre personnel en famille. Ça fonctionne très bien. Il y a des bonnes recettes aussi à utiliser dans l'entreprise. Éco-déchets véto, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Alors, vous voyez, là, pour le coup, dans vos astuces, en haut à droite, il y a énormément de choses qui ont été mises en place. Il y a l'association Éco-Véto aussi, qui a énormément de bonnes pratiques à partager avec vous. Donc, je peux que vous conseiller de vous rapprocher de cette association parce que énormément de bonnes pratiques. En plus de toutes ces astuces qui ont déjà été mises en place, refuser. Refuser, il y a plein de choses que vous pourriez refuser. Vous pouvez refuser de donner des sacs, même s'ils sont en papier, en fait. C'est toujours des déchets. Refuser de donner des tickets de caisse si le client est écoué. Refuser de la publicité, des prospectus. Questionner le client sur sa préférence, email versus papier, par exemple pour les comptes rendus. On peut passer tout à l'email, mais c'est vrai qu'un certain type de la clientèle préfère les versions papier. Vous en discutez avec eux pour au moins limiter pour ceux qui veulent passer à l'email. Réduire. Vous pouvez réduire l'usage de produits toxiques en les faisant vous-même. Vous avez pas mal de petits bouquins qui vous expliquent comment faire. Tous les produits d'entretien, en gros, de toute façon, la préparation de base, c'est 5 produits. Savon noir, acide citrique, bicarbonate, cristaux de soude et huiles essentielles. Je vous l'accorde, il faut un peu de temps. Mais en revanche, d'abord, là, ça vous permettra de faire des grosses économies financières. Et deuxièmement, c'est bon pour la planète. Réutiliser. Ça fait partie des exemples. Il y a des études qui ont été menées aussi par Ecoveto. On peut remplacer le papier absorbant par des lingettes en microfibre lavables. On peut remplacer les alaises jetables par des linges, etc., etc., etc. Recycler. Réaliser le tri de vos déchets de soins, c'est possible. Il y a même des entreprises qui se développent autour de la gestion des déchets de soins. Il y a un écosystème énorme autour de toute la gestion des déchets et dans toutes les communes. Mais aussi les autres déchets, verre, papier, carton, cartouche, encre, piles. Donc, renseignez-vous autour de chez vous par rapport à toutes ces entreprises de collecte. Il y en a une, Ecobi, mais il y en a plein d'autres. Donc, renseignez-vous autour de chez vous. Et enfin, retournez. Composter. Composter les litières à base de granulés de bois et les fesses de chiens et de chats. Voilà. Comme ça, on réduit au maximum la taille de ces poubelles. Je donne la parole au premier témoignage. Aline, à toi de jouer. Ça marche. Donc bonjour, je vais vous présenter, j'espère pouvoir illustrer ce que dit Caroline avec en images et en paroles. Alors ce qu'on a mis en place nous à la clinique, on est une clinique qui a ouvert ses portes il y a 3 ans et du coup on avait de la marge de manœuvre et on avait carte blanche sur où est-ce qu'on pouvait aller et ce qu'on pouvait mettre en place. À la base, c'est parti d'une démarche un peu personnelle parce que trop de poubelles, trop lourd. Enfin, je voulais qu'il y ait du bon sens et aussi avoir du confort au travail. Donc, ce qu'on a fait, c'est utilisation de champs lavables, des alaises lavables faites maison. Je vous les montre parce que sinon, vous n'allez pas croire que c'est possible. Voilà, hop, des petites alaises lavables, des lingettes, des pochettes à médicaments biodégradables de chez Pocheco. En plus, elles sont rigolotes. On a mis en place de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Ça implique un petit peu, c'est aussi une démarche des vétérinaires. On a dit adieu au liquide enzymatique qui est vraiment toxique pour les organismes aquatiques. On a remplacé les produits nettoyants de nos tables par du produit non toxique et sans pictogramme. On a aussi un cacatomètre, donc c'est plus un analyseur à fesses pour nos coproscopies pour nous aider, pour gagner un petit peu de temps. Et puis aussi pour pas prescrire des antiparasitaires internes quand il n'y en a pas forcément besoin, pour mieux diriger nos traitements. Donc, quelles sont nos réussites? Parce qu'on a mis plein de choses en place. Et c'est ce qui reste en fait dans le temps. C'est quand la mayonnaise prend et qu'on acquiert des automatismes et que tout le monde aille dans le même sens. Ce qui marche aussi, ce qui a réussi chez nous, c'est les initiatives de chacune, l'enthousiasme et l'adhésion aux nouvelles pratiques. Voilà. À toi, Caro. Ouais. Par contre, il y a aussi des échecs que je considère qui sont temporaires. Donc, c'est nos nouveaux défis.
On est dans une petite structure, on a un bâtiment en construction, donc comme c'est tout petit, on n'a pas réussi à mettre en place le tri et le recyclage, parce que ça nécessite de la formation, que tout le monde fasse de façon uniforme en fait. On a aussi un bâtiment en construction, et donc là le défi, c'est en fait on voulait faire travailler des artisans locaux, mais ils avaient peut-être pas encore le savoir-faire sur quel matériau utiliser, comment on peut être plus éco-responsable. Donc on a mis le compost et les tirs en place, c'est cool, mais en fait pour le moment on n'a pas de débouché. Donc en fait on utilise des trucs qui sont pas polluants, mais il va falloir qu'on mette en place une filière, et puis pareil appeler la communauté de communes et voir comment on peut mettre ça en place par la suite, parce que nos animaux ils ont aussi des traitements antibiotiques et autres, et donc en fait ce compost il faut vraiment que ça passe en compost industriel. Il faudra mettre les lingettes en microfibre pour les cages, parce que là, on a du papier absorbant, certes pas blanchi, éco-responsable, et tout ce qu'il faut, mais si on peut passer aux lingettes et les laver, les réutiliser, ce sera encore mieux. Notre autre défi, c'est aussi, vu qu'on a des champs lavables, des alaises, des lingettes, en fait, il faut aussi qu'on réussisse à maintenir notre machine à laver, notre sèche-linge en vie, pour pas que toutes nos pratiques, en fait, ne servent à rien en vrai. Et donc, un autre défi, c'est continuer, mettre des nouvelles choses en place et réussir à les pérenniser. Vas-y, Caroline. Donc, on a mis les choses en place. Il y a aussi des échecs ou des choses qu'on n'a pas encore réussi à mettre en place pour réussir à dépasser ces échecs et embarquer tout le monde. En fait, comment on fait? Parce que ça part d'initiative personnelle, mais il faut aussi convaincre, et pour que ce soit périn, justement, il faut que tout le monde soit d'accord et qu'on aille dans le même sens. Donc, il faut lâcher prise, accepter que tout ne puisse pas être parfait, que notre bâtiment, il sera pas tout beau, tout vert. On acceptait vraiment que on ait fait de notre mieux. Donc, il faut être aussi indulgent, patient, prendre le temps avec les unes et les autres d'expliquer pourquoi on le fait, quelle est la démarche derrière ça. Donc, impliquer l'équipe. Quand il y a une des filles qui me dit, tiens, j'ai pensé à ça, ce serait chouette que les clients ils amènent leur propre serviette éponge pour les castrations ou les ovarectomies. Bah oui, vas-y, on le met en place. Solliciter les idées et rester à l'écoute, parce que pas forcément bannir, dire non, ça plus jamais. S'il y a un truc qui marche pas, faut savoir écouter et dire on va revoir, on va essayer autre chose. Et déléguer. C'est-à-dire pas être seul à tout porter. Et s'il y a par exemple notre nouveau petit produit à faire, montrer une fois ou dire tiens, tu peux déballer le nouveau colis, c'est un nouveau cadeau, vas-y, je te laisse y aller. Sensibiliser les plus réfractaires. Donc là, ça passe par la formation. Il y a des formations organisées par Apform en route vers une clinique éco-responsable. Les déjeuners éco-veto qui sont proposés tous les mois pour se former. Il y a des replays disponibles, etc. Faire preuve de pédagogie. Donc, c'est pareil, expliquer pourquoi on le fait, trouver des solutions ludiques. Le changement, ça peut être drôle, c'est marrant, c'est fun. Donc, y aller et faire en sorte que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire en confort de travail. Là, tout à l'heure, on m'a dit, oui, en fait, maintenant, on recule pas. Nettoyer les tables avec les petites lingettes, c'est plus simple, c'est mieux. Les alaises, c'est beaucoup mieux en confort de travail. Et puis aussi, pour convaincre d'autres, dire que sur le plan financier, c'est plus économique. Et ça peut être une façon de faire changer les choses. Donc, j'espère que mon témoignage va vous aider, va mettre en lumière ce que dit Caroline, et puis vous stimuler à changer les choses chez vous. Merci. Merci beaucoup, Aline. Super, tu as bien nourri la première partie et tu as même anticipé la deuxième partie de mon exposé. Bravo et merci pour cet enthousiasme. Un quatrième levier, je reprends la suite. Vous avez les 9 leviers en tête. Quatrième levier, qui est polluant, gaz anesthésique, puissant GES, gaz à effet de serre. L'isoflurane. Donc là, je remercie Floriane pour ce travail qu'elle a fait sur ces calculs-là. 5,25 flacons d'isoflurane serait équivalent à 2 repas moyens par jour pendant 220 jours, à 10 km en voiture
par jour pendant 1 an, etc., etc. Vous aurez accès à ces données. Donc, c'est un puissant GES. Ecoveto a bossé sur quelques conseils par rapport à ces gaz anesthésiques. Je sais que c'est compliqué parce que vraiment là, on a nos habitudes et on a notre zone de confort. Mais voici quelques conseils avant de changer de molécule ou quoi que ce soit par rapport à l'isoflurane. Réduire les débits de gaz frais en respectant les recommandations. Utiliser des circuits anesthésiques avec réinhalation lorsque cela est possible. Éviter les fuites d'isoflurane. Donc, faire un test de haute pression pour vérifier l'étanchéité, étanchéité des masques, vérifier la saturation de la chaux sodée et les systèmes de recapture des gaz. Et enfin, limiter les quantités d'isoflurane. Protocole pré-anesthésique et éviter les inductions en sac, cage ou masque. Voici les principales recommandations. Dans vos retours, Ludivine Baguet, tu me demandais s'il y avait des données sur l'utilisation du sévoflurane. Oui, il y en a. Et donc, je ne peux que te recommander de contacter Floriane d'Ecoveto parce qu'elle pourra en parler ouvertement avec toi. Consommation eau. Un 5e levier sur lequel vous pouvez agir. J'ai fait une petite blague, écolo, veto, très haut niveau. On peut agir comment? Détection des fuites, c'est comme chez vous en fait. Vérifiez vos relevés régulièrement, il y a souvent des fuites. Choix des robinets, on peut mettre des mousseurs sur les robinets. Vous le faites déjà sur le terrain. Installation de toilettes à bas débit, urinoir sans eau, sans passer trop d'eau pour les nettoyer, bien sûr. Mise en place de bonnes pratiques dans la cuisine de la clinique, éviter les consommations d'eau trop importantes quand on fait la vaisselle. Et enfin, récupération d'eau de pluie à utiliser pour l'entretien des locaux et les WC. Pour les WC, par exemple, chez moi, j'ai mis en place ça. C'est-à-dire que toute la récupération de mon eau de pluie vient nourrir mes chasses d'eau. Donc, c'est faisable et c'est applicable aussi dans vos cliniques. Un des gros postes, et c'est probablement le plus gros poste de votre empreinte carbone le jour où vous ferez un bilan carbone, c'est les achats. Donc, il y a vraiment, c'est essentiel de mettre en place une politique d'achat responsable. En fait, indirectement, on en a parlé dans tous les autres leviers. Mais en gros, ça va toucher tous vos achats. Et on le verra à la fin sur le bilan de carbone, c'est le scope 3 et c'est le plus important. Pour les médicaments et les dispositifs médicaux, échangez avec vos laboratoires, donc une de vos parties prenantes, sur la mise en place d'approches d'éco-conception. Je sais que Ecoveto a fait un questionnaire justement pour vous aider à poser les bonnes questions. Sachez que les laboratoires, moi j'ai travaillé pendant très très longtemps dans un labo, sont sensibles à cette démarche éco-responsable et travaillent sur des principes d'éco-conception, c'est-à-dire de produire des médicaments ou des devices le moins polluants possible. Donc, plus vous en discutez avec eux, plus ça va nourrir les retours et plus ça va les engager à aller plus loin. Donc, c'est pas mal le prendre que de poser des questions parce que vous verrez, de toute manière, ils ont mis en place des approches d'éco-conception. Vous pouvez questionner vos centrales, on l'a déjà vu par rapport à l'optimisation de vos livraisons. Pour le matériel informatique, on va voir après sur toute la partie numérique, il y a plein de choses à mettre en place. Et pour produits consommables et produits d'entretien, on les a vus idéalement, et Aline l'a dit, faites-les vous-même. Mais ça, c'est un gros poste. Et au-delà de ça, vous allez faire des économies aussi probablement financières. Soins des animaux, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que ça pourrait faire vraiment un webinaire à part entière, mais on parle d'éco-prescription. En humaine, on en parle de plus en plus. En gros, choisir le médicament et le dispositif qui, à efficacité égale, aura le moins d'impact négatif sur l'environnement. Encore une fois, questionnez les laboratoires. Voilà, questionnez-les. Ça fait partie de la démarche éco-responsable de questionner ces parties prenantes. Comme Aline le disait, utilisation raisonnée des APE, des API. On l'a vu aussi avec les gaz anesthésiques. Pour l'utilisation raisonnée des APE, API, je sais qu'en équine, pour avoir travaillé en équine, on a une utilisation raisonnée depuis des années. La mise en place de coproscopie, c'est presque devenu quand même assez commun. Continuez à mettre ça en place en canine, en féline, etc. Réfléchir aux dispositifs à usage unique et ceux qu'on peut réutiliser. Dans les gants, les masques chirurgicaux, à l'aise, blouses, on l'a vu. Il y a pas mal de choses qu'on peut passer du consommable à la réutilisation. Informatique et numérique, c'est un autre poste. Et là, je remercie Greg d'Anikoun parce que j'avais des données qui étaient beaucoup plus importantes. On a la chance en France d'avoir une production énergétique
majoritairement décarbonés. Donc, notre numérique français est moins polluant que le numérique anglo-saxon ou américain, en tout cas anglo-saxon en règle générale. La pollution numérique, ça représente 4% des gaz à effet de serre mondiaux. L'ADEME a des simulations et ça va doubler d'ici 2025. J'ai fait une simulation rapide grâce à en fait, il y a un calculateur sur l'ADEME. Je vous ai mis en bas la source. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Je suis partie de la semaine dernière. Grosso modo, j'ai dit que j'ai envoyé 82 emails, que j'ai fait 7 heures de streaming et 14 heures de visioconférence. Et ben, ça m'a fait une simulation à l'année sur mon émission de CO2, l'équivalent de CO2, c'est 54 kilos. Donc, on a un numérique en France qui est moins polluant. Mais malgré tout, ça reste quand même, il y a quand même des émissions à gaz à effet de serre. Sur la partie informatique, voilà ce que je vous disais, tout ce que vous pouvez mettre en place, et vous le faites déjà dans certaines cliniques, achat en priorité d'équipements reconditionnés, vous avez des labels, louer le matériel plutôt que de l'acheter, généraliser les clauses environnementales dans les appels d'offres, toujours la politique d'achat important, réaffecter les équipements en interne, préférer la remise en état pour réemploi plutôt que le recyclage. Le recyclage reste énergivore. Systématiser et contrôler la collecte des D3E, c'est déchets d'équipements électriques et électroniques et des consommables, etc., etc. Il y a aussi déployer le Bring Your Own Device, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, l'entreprise n'est pas obligée à chaque fois d'acheter un nouvel ordinateur. On peut aussi utiliser son propre ordinateur. Ça se fait de plus en plus dans les entreprises en France. Je vous ai mis un écosystème numérique. Je vous conseille largement d'aller voir greenit.fr. Il y a 64 bonnes pratiques. C'est magistral. Donc, si vous avez un peu de temps et que ça vous intéresse, allez les voir, allez lire. Ça se trouve, tout est sur Internet. Et on revient à du bon sens, local et de saison. Je ne vais pas aller plus loin. Vous pouvez mettre en place des petits paniers gourmands aussi, local de saison. Maintenant, je donne la parole à Marion pour le deuxième témoignage. Merci Caroline. Du coup, moi, je vais vous parler de ce qu'on a mis en place chez Anycoon. Donc, le point de départ chez nous, c'était d'une part un intérêt des associés et de certains salariés pour la question environnementale. Moi, j'ai été embauchée il y a 2 ans et quand j'ai passé mon entretien d'embauche, ils m'ont demandé si tu avais une baguette magique pour faire la clinique de tes rêves avec le budget illimité, qu'est-ce que tu ferais? Et du coup, j'avais dit que j'aimerais bien faire une clinique respectueuse de l'environnement écologique. Donc là, il y a eu un gros blanc. Donc je me suis dit, bon, c'était pas ça qu'ils attendaient comme réponse. Et finalement, donc j'ai été embauchée quelques temps plus tard. Greg est venu me parler de la mise en place d'un protocole éco-responsable chez Anycoon. Et d'autre part, dans les valeurs de la clinique, on souhaite avoir une clinique citoyenne et en harmonie avec l'environnement. Donc, ça collait bien avec les valeurs d'Anycoon qui ont été définies à la fondation de la clinique il y a 5 ans. Donc, comment on a fonctionné? Nous, on a mis en place un groupe de travail qui, après avoir failli s'appeler les Desperate Greenies ou ce genre de choses, a fini par s'appeler EcoGang. Donc, c'est un processus qu'on avait déjà mis en place pour d'autres choses, comme le label Cat Friendly, par exemple. Le groupe de travail, il est composé de 2 éco-salariés, 2 assistantes, 2 auxiliaires, et le tout, c'est chapeauté par Greg, du coup, le manager. Donc, on a commencé par faire participer à la formation EcoVeto vers une clinique éco-responsable. Donc, c'est une journée de formation en distanciel. Donc, moi, je l'ai fait avec une des assistantes de la clinique, Anaïs. Et du coup, à l'issue de cette formation-là, on a mis en place toutes les deux un premier plan d'action qui a été validé par les associés et qui était composé uniquement d'éco-gestes. Donc, qui sont rappelés là. Donc, utiliser les microfibres pour nettoyer les tables et arrêter d'utiliser le spray désinfectant systématiquement. Mettre en place des alaises réutilisables, améliorer notre gestion des déchets et changer de façon générale nos produits d'hygiène. Donc, en gros, le premier point a été très bien respecté et a été bien mis en place. Le deuxième, pas du tout, parce que les alaises réutilisables qu'on voulait se procurer, elles ne sont pas encore disponibles. Et le 3 et le 4 sont en cours de fonctionnement. Donc, avant de
passer à l'action, on a fait une soirée de clinique où il y avait toute l'équipe. Et il y a Manaïde de Kersozon, qui est une véto, qui fait de l'agroforesterie aussi, qui est venue nous faire un topo de façon assez ludique sur le changement climatique, la biodiversité, enfin toutes les problématiques environnementales de façon générale. Donc ça rejoint un peu ce que disait Aline tout à l'heure sur le fait de sensibiliser l'ensemble de l'équipe. Et après le topo, du coup, le groupe EcoGang est venu présenter notre plan d'action à l'ensemble de l'équipe. Du coup, voilà. Merci Caroline. Donc, dans les choses qui sont encore en cours, il y a nos changements de prescription pour les APE, API. On a déjà changé les textes sur les ordonnances en mettant des mentions plus claires sur le fait que soigner son animal contre les parasites a un impact sur l'environnement. On va probablement mettre en place des coproscopies par intelligence artificielle avec le VetScan Image 6 de Zoetis. Pareil, le recyclage des déchets médicaux, il y a l'entreprise Ecobi qui le propose pour les déchets vétérinaires et dentaires. Et du coup, on a commencé un tout petit peu à communiquer sur les réseaux sociaux, mais comme en gros, il n'y a que les microfibres qui ont été mis en place de façon, je dirais, à 100%, on n'a que ça sur lequel on a communiqué. Et donc là, le EcoGang doit faire un premier bilan fin mars pour essayer ensuite d'amorcer la suite, de réajuster, etc. Donc si je devais faire un petit bilan aujourd'hui pour vous, pour moi, la formation EcoVeto, c'était vraiment une bonne étincelle de démarrage parce que l'ASV, Anaïs et moi, on était à la fin de la journée on avait les mêmes priorités, le même niveau de formation. Et d'autre part, c'était très adapté aux problématiques veto, parce que même si moi, personnellement, c'est un sujet qui m'intéresse, j'avais aucune idée de par où commencer dans une clinique, quoi. Et notamment, l'utilisation du désinfectant systématique, je m'étais jamais reposé la question de « mais en fait, est-ce que c'est indispensable ?» Dans les difficultés, comme toujours, quand on a une activité de consultation, c'est et qu'il y a un projet à long terme à mener, c'est se dégager du temps, faire des points réguliers, s'organiser pour avoir le temps de faire avancer le projet. Je pense que c'était une très bonne idée de démarrer avec des petits gestes parce que du coup, on a déjà l'impression d'avoir accompli quelque chose et d'autre part, même si on n'avait pas trop de doutes sur le fait que dans l'équipe, il y ait des gens qui soient très rebutés par le sujet ou qu'il y ait des problèmes de génération ou ce genre de choses. Pour l'instant, c'est vu positivement, je pense, par tout le monde. Et il n'y a pas eu de gros freins au changement ou de gens qui ont dit « non mais attendez, c'est quoi votre truc ?» Voilà. Donc maintenant, le défi pour nous, c'est d'être cohérent et de réussir à transformer l'essai. Par exemple, pour le nettoyage des tables, du coup, on a acheté des sprays vides pour mettre juste de l'eau et des huiles essentielles pour mouiller les microfibres et avoir un nettoyage efficace. Les sprays, on les a achetés sur Amazon. Bon, voilà, c'est pas méga cohérent, mais on avance. Voilà. Et après, quelque chose qu'on n'a pas encore mis en place, mais qui, je pense, pourrait être intéressant, c'est notamment pour le recyclage des déchets, faire des ateliers de formation interne où vraiment, je rejoins complètement ce que disait Aline, même si on ne travaille pas dans la même clinique. Pour le recyclage des déchets, prendre par exemple du temps avec tout le monde sur place physiquement pour dire, si on met un bac pour recycler le papier, où est-ce que vous voulez qu'on l'installe? Si on le met là, est-ce que ça va? Est-ce que ça va être ergonomique? Est-ce que ça vous paraît faisable, etc. Pour que tout le monde se sente impliqué et qu'il n'y ait pas que 2 personnes dans la clinique qui, quand elles défont leur paquet de seringues, mettent le plastique et le papier à part. Voilà. Caroline, je te rends la parole. Merci beaucoup, Marion. Merci. Merci, Marion, et merci, Aline, pour vos 2 témoignages qui sont très éloquents et qui vont me permettre de passer à l'étape d'après.
clairement, on a mis en place des éco-gestes. C'est ce qui a été fait par Aline, par Marion. Et on s'aperçoit qu'à partir de là, c'est l'étape critique. C'est quoi l'étape critique? C'est passer de l'éco-geste au projet d'entreprise. Vous avez mis en place pas mal d'éco-gestes, vous avez engagé certaines personnes, d'autres sont restées un peu à côté. Il y a tout un écosystème d'entreprises qui vient vous voir pour compenser votre bilan carbone en plantant des arbres, d'autres pour gérer le tri, en tout cas le recyclage de vos déchets médicamenteux, etc., etc. Et si vous ne mettez pas une stratégie, une vraie démarche et une vraie stratégie, vous allez vous perdre dans d'autres petits éco-gestes, etc., etc. Donc, à partir de maintenant, on a engagé les équipes, on a commencé petit et on est monté en puissance et on a vu qu'il y avait des résultats. Eh bien, on passe au projet d'entreprise. C'est ce qui va assurer la pérennité de vos mesures. Donc, on a passé l'étape 1. Étape 2, on structure. Au départ, on se lance, on motive. Maintenant, on structure. Alors, pour structurer, déjà, on capitalise sur l'existant. Vous avez mis en place pas mal d'éco-gestes ces derniers mois. Capitalisez dessus. Ça motive. On engage la direction. C'est-à-dire que là, on demande un vrai engagement de la direction et des associés. Ils l'étaient pour des éco-gestes, mais est-ce qu'ils vont l'être autant pour vraiment transformer cette aventure en aventure entrepreneuriale? Et ça, c'est essentiel parce que ça va leur demander de dégager du temps à certaines personnes et d'investir aussi un peu d'argent sur certains projets. Donc, il faut un vrai engagement de la direction. On sensibilise toutes les équipes. Aline et Marion l'ont dit. Il y a vraiment une grosse sensibilisation à faire et que tout le monde comprenne pourquoi ma clinique s'engage dans cette démarche, pourquoi c'est important. C'est même un projet sociétal et c'est là où on reprend l'envers de la RSE. Pour ça, il y a beaucoup de choses. Il y a des ateliers à faire. Il y a les fresques aussi, les fresques du climat, les fresques de la biodiversité. Il y a plein de choses. Mais dans tous les cas, il faut que toute l'équipe soit sensibilisée. On identifie les gros leviers de sa clinique sur lesquels agir efficacement. Moi, je vous ai montré une image avec 9 leviers. Mais je ne connais pas votre clinique. Je ne connais pas le bâtiment de vos cliniques. Je ne connais pas votre pratique en règle générale. Donc, il faut que vous fassiez un vrai diagnostic à un moment donné. Et pour ça, c'est un bilan carbone. Aujourd'hui, il n'y a pas de bilan carbone adapté aux cliniques vétérinaires, mais il n'y a pas des bilans carbone adaptés à chaque activité. Donc, vous pouvez très bien trouver un calculateur pour faire un premier diagnostic. Dans tous les cas, je vous l'ai dit la dernière fois, Ecoveto est en train de travailler sur un calculateur adapté aux cliniques. Et là, vous aurez vraiment les gros leviers avec une estimation une vraie estimation par rapport à votre clinique. Donc là, ça permet de structurer. Et après, on pérennise. On édite une feuille de route suite à ce bilan carbone. On met en place des groupes de projets qui touchent quand même plus ou moins tout le monde. Peut-être pas au même moment, ça c'est sûr, mais dans le temps. On fait un suivi et évaluation de l'avancement du ou des projets et des résultats et on communique en interne. On communique sur, comme l'a dit Aline, mais même Marion, sur les réussites, mais aussi sur les échecs, voir comment on peut transformer cet échec en réussite. Et pour montrer que ça avance. Et c'est juste à partir de là qu'on rédige sa propre stratégie environnementale, sa propre stratégie. Ça ne sera pas celle du voisin, ça ne sera pas celle de la clinique d'à côté, ça sera la vôtre en fait. Ça sera la vôtre par rapport à la maturité de vos équipes, par rapport à votre engagement, par rapport à la vision que vous en faites. Donc, vous allez écrire votre propre stratégie. Et à la fin, on communique. Et ça, Marion l'a bien dit, on communique vraiment à la fin quand on est sûr que tout est bien mis en place. Et quand je dis on communique en externe, auprès de ses clients, auprès de ses fournisseurs, auprès de toutes vos parties prenantes. OK? Et c'est ça qui va faire que ces mesures vont être pérennes dans le temps. Je vous ai souvent parlé du bilan carbone. Je ne suis pas sûre que vous sachiez tout ce que c'est, ce fameux diagnostic. C'est un outil de diagnostic qui permet d'analyser les émissions directes et indirectes des gaz à effet de serre générés par l'ensemble de vos activités, de l'activité de la clinique. Ces données sont exprimées en dioxyde de carbone équivalent, CO2 équivalent. Et en fait, il y a 3 scopes. Et alors, j'insiste sur ça. Le scope 1, généralement, il n'est pas très gros parce que c'est toutes les émissions directes de l'entreprise. Donc, bâtiments et véhicules professionnels, donc déplacements professionnels. Généralement, ça va, ce n'est pas trop la cata, on peut être fier. Scope 2, émissions indirectes liées à l'énergie, chauffage, climatisation, électricité, etc. Et là, le scope 3 dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci qui généralement charge un peu la charrue.
toutes les émissions indirectes provenant de la chaîne d'approvisionnement. Production, produits pharmaceutiques, produits chimiques, alimentaires, agricoles, hospitaliers, tout. Et c'est ce scope 3 qui est important. Et ce scope 3, il fera partie de votre empreinte carbone. D'où l'intérêt de mettre une politique d'achat responsable. Et là, vous aurez des gros impacts. Dessiner, écrire sa stratégie éco-responsable. Alors là, peut-être que j'ouvre les chakras et je vais aller très loin, mais ce n'est pas grave, c'est mon rôle. Je vous montre un exemple. Monoprix. Monoprix, ils sont engagés dans une démarche plus RSE, responsabilité sociétale des entreprises, depuis quelques années. Donc, ça veut dire qu'ils ont 4 volets, sociétal, social, environnemental et économique. Et bien, en fait, à l'aboutissement de toutes leurs réflexions et de toutes les actions qu'ils ont mis en place, et ils vont continuer les actions après, ils ont fait 4 engagements. Permettre à nos clients de consommer mieux, respecter l'environnement, développer le bon vivre dans nos magasins, agir pour le lien social et la solidarité en ville. Vous, dans une clinique, vous pourriez faire 4 engagements que sur la partie environnementale ou aussi sociétale. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir cet engagement un peu qualitatif et derrière, vous vous mettez des objectifs quantitatifs, par exemple, avec une deadline très importante. D'ici 2025, réduction de moins 20% des gaz à effet de serre par an. Vous le verrez en fonction de votre bilan carbone, par exemple. D'ici 2025, réduction de 10% par an de ma quantité de déchets, etc. etc. Ça, ça va être votre travail d'équipe et c'est là où vous allez dessiner votre stratégie éco-responsable. Vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir sur le recrutement de vos jeunes talents et l'impact que ça peut avoir sur vos clients et sur tout votre écosystème. C'est-à-dire que vous deviendrez un acteur dynamique de cette démarche. Ça, c'est important. Et là, vous pérennisez vos actions. Dernière petite partie d'ouverture des chakras avant les questions. Ce qui peut arriver parfois dans les entreprises aujourd'hui, c'est que sous contrainte ou par opportunité, les entreprises repensent leur modèle d'affaires. Est-ce que vous êtes déjà demandé si vous pouviez repenser votre médecine vétérinaire? Comment vous pratiquez votre médecine vétérinaire? Si par exemple, demain, il y a une grosse contrainte, je ne sais plus, on n'a plus le droit d'utiliser… on peut s'amuser en fait, on peut faire des ateliers autour de ça en se mettant des très grosses contraintes, voire très irréalistes, hein, mais ça nous permet de repenser sa médecine vétérinaire. Donc là, j'ai pris un exemple pour vous ouvrir les chakras. Renault Truck. Je vous ai dit zéro thermique en 2040. C'est-à-dire qu'en 2040, Renault Truck, qui produit des camions thermiques, c'est fini. Ils n'existent plus, ils sont morts. Eh bien, eux, c'est les premiers en Europe à avoir repensé. Ils ont travaillé sur le dernier kilomètre pertinent et ils ont créé des vélos cargo électriques qui peuvent transporter de 650 kg à 44 tonnes de poids total. OK ? Donc, ils sont en train de revoir totalement leur modèle d'affaires. Ils ne vont plus vendre des gros camions. Ils se sont implantés sur le vélo cargo électrique du dernier kilomètre. Et enfin, pour finir, on s'ouvre encore plus les chakras. Ça, c'est des lectures. Alors, je n'ai pas tout lu, j'en ai lu pas mal. Il y en a un dernier, celui qui est en bas à droite, Guide du cabinet de santé éco-responsable, qui m'a été recommandé par Floriane, qui serait probablement très adapté à votre pratique, qui peut continuer de vous nourrir et alimenter tout ce qu'on a échangé. Les zéro déchets, les petits manuels de résistance contemporaine, l'économie symbiotique. Là, pour vous, je pense que ce serait parfait en tant que veto. Bref, à vous de continuer de vous ouvrir les chakras. Merci beaucoup et je vous donne la parole. Merci Caroline, merci Aline, merci Marion pour cette intervention, cette présentation très, très pertinente. En termes de questions, donc je répète, si vous souhaitez prendre la parole, il faut au préalable cliquer sur la petite main en bas de votre écran et je vous ouvrirai le micro à distance. Sinon, en termes de questions, je remonte dans le chat. Alors, il y a Aline qui nous dit qu'il y aura bientôt la fresque vétérinaire qui sera présentée au JNGTV et au congrès de la VAC. Ah voilà, j'ai une première question. Que penser de quoi? De Blue pour la désinfection? Alors, je ne connais pas Blue, donc je ne sais pas si quelqu'un connaît. Alors là, je vais laisser Aline ou Marion, si elles connaissent. Ah, Aline semble…
on n'a pas de micro, Aline. On t'entend pas, Aline. Pardon, j'ai coupé le micro. Je disais oui, Blue, nous on utilise. Floriane, qui est membre d'Ecoveto, les a passés à l'interrogatoire pendant une demi-journée. Ils ont montré patte blanche. Donc nous, on y est passé parce qu'on ne voulait pas utiliser du désinfectant entre chaque consultation. Et quand il n'y a pas de risque infectieux, quand c'est de la petite routine. Et donc, nous, c'est parti et ça marche par électrophorèse. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a une question plus précise vis-à-vis de ça, mais chez nous, c'est parti. Voilà. D'accord. Merci. Il y a une autre question par rapport à aux flacons de perfusion s'ils peuvent être mis aux déchets plastiques. Alors, pas dans les déchets, dans les bulles de déchets, mais par exemple, Caroline a cité la société Ecobi sans charge. Nous, on l'a mis en place à la clinique, par exemple, et ils reprennent tous les plastiques à usage médical. C'est très bien, franchement, mais il y a un suivi qui est assez régulier. Je pense que chez Anikun, ils ont commencé à l'utiliser également. Je ne sais pas si Marion, tu as un retour à nous faire. Oui, nous, on ne l'a pas encore mis en place, mais on les a contactés, on a fait des devis, etc. Et en fait, on achète des box auprès de l'entreprise dans lesquelles on met effectivement tous les plastiques, donc les poches à perfusion, ça rentre. Les tubulures, je pense que ça peut rentrer aussi s'il n'y a pas de sang. Non, ça dépend quelle tubulure en fait. Ouais. Ça dépend de la composition malheureusement. Certaines oui, mais pas toutes. Et donc en fait, tu remplis les box et après, une fois que tes box sont pleines, ils viennent les collecter et eux, ils recyclent ça pour faire notamment du mobilier urbain et ce genre de choses. D'accord. Antoine Deschamps, laissez la parole à Antoine, qui a une question concernant les champs recyclables versus jetables. Alors, pourquoi est-ce que je peux pas? Attendez un petit instant. Tac. Je peux pas le valider, malheureusement. Vous pouvez là, apparemment, il faut interrompre le partage, mais je sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question. Donc, par rapport à l'utilisation. À l'utilisation donc de change réutilisable plutôt que de change jetable. Du coup, c'est plus économique. Ça peut être utilisé partout. Éventuellement, si on veut d'abord se faire la main, principalement pour les chirurgies de condense, ovarectomie, castration. J'avoue que nous, on l'utilise partout. On pourrait éventuellement le déconseiller pour les chirurgies orthopédiques. Voilà ce qui est éventuellement, mais il y en a qui l'utilisent quand même, je le sais. Donc voilà. Et du coup, bien faire tremper, brosser, laver avant de passer à la machine, et puis laver à 60 degrés avec une lessive biodégradable et le tour est joué. Bien, du coup après bien passer en. Là, je ne sais pas si vous m'entendez du coup. Si, on t'entend, Antoine. Oui, bonjour. Ah oui. Moi, ma question, ça fait un moment que je me penche sur l'idée de ces champs recyclables ou jetables. Et ce qui me manque vraiment, c'est, tu dis que c'est plus économique, mais en termes de CO2, moi, j'aimerais bien avoir un vrai comparatif. C'est-à-dire, voilà, j'ai un champ que j'achète en tissu, bon, ça ne coûte rien, on le lave. Le laver, c'est quand même de l'eau, du savon, de l'électricité, là, le sécher, peut-être un sèche-linge derrière si on n'a pas la place. Ensuite, le stériliser, soit à l'autoclave, soit au four, c'est encore de la chaleur et du CO2, versus un champ jetable qui ne me plaît pas, mais j'aimerais bien un vrai comparateur de me dire, voilà, parce qu'effectivement, vu comme ça, j'ai l'impression qu'il ne me coûte rien parce que je le réutilise. Mais quand je compte la machine à laver, le temps des infirmières, le temps de séchage, le temps d'autoclave, le temps de machin, je ne suis pas sûr qu'on soit gagnant. J'aimerais bien avoir une vraie étude qui dit, voilà, un champ jetable, ça a fait tant de CO2 et un champ réutilisable, ça fait tant d'énergie et tout. Et moi, ça me manque. Même si je suis d'accord avec vous, ça me séduit. Et pour revenir juste à Blue,
parce que nous, on l'utilise, Blue, on vient de le faire. C'est donc un acide hypochloreux. Et d'après ce que j'avais vu, c'est très, très séduisant. On le fabrique nous-mêmes dans nos globules blancs. Et ils l'ont pris de là. Et en fait, c'est un désinfectant, un antiseptique. On peut se laver les mains avec et tout. Et c'est vrai, à mon avis, c'est un vrai bon produit. Mais voilà, j'ai pas je suis parti sur un autre sujet, mais j'aimerais bien qu'on me dise comment je peux vraiment évaluer un champ jetable et un champ réutilisable. Alors, Donc apparemment, il y a là, Floriane qui aurait sans des donné. Coveto, ouais. Je vais lui laisser la parole. Ah oui, bah vas-y, Floriane. Attendez, attendez, parce que là, il y a un petit souci technique. Du coup, j'introduis Floriane le temps qu'elle arrive. Donc oui, il y a des études qui ont été faites et en fait, pour produire un champ plastique, que ce soit une alèse plastique ou un champ plastique, il faut aussi de l'eau, une entreprise, le transport et donc tout cumulé, en fait, ça reste moins cher que même d'employer quelqu'un et du coup, ça peut être valorisé parce que ça crée de la main-d'œuvre locale. Est-ce que Floriane arrive? Donc, on a des études au sein des Coveto, un tableau comparatif. Par exemple, pour les alaises, on avait fait calculer rien que le prix, c'était environ 47 centimes de l'alaise moyenne par rapport à 20 centimes si on utilise une alaise lavable ou simplement une serviette. Donc, ça s'applique aussi au champ, en fait. Et où, Floriane? Après, en c'était fait, surtout il sur faut les que je coupe données la par parole. rapport aux émissions à gaz à effet de serre. Bon, on en a, on pourra les fournir au besoin. Je verrai avec Floriane pour qu'on puisse transmettre ça. Ouais. Alors, C'est ça, en fait. La question d'Antoine est très bonne. C'est que souvent, on a le sentiment de prendre des décisions vertes, mais au final, elles ne sont pas toujours si vertes que ça. Et on manque un peu de données. Donc, il y a plus de données, je pense, en humaine. Mais en effet, Ecoveto fait un bon travail de données, d'apporter de la donnée pour être sûr de prendre les bonnes décisions. Merci pour la réponse. Et effectivement, j'aimerais bien le chiffrage en CO2, puisque là, Aline, elle a donné le chiffrage financier. Bon, ça, j'étais à peu près sûr que ça valait le coup. Maintenant, voilà, j'aimerais ça. Et après, je ne sais pas si Ecoveto, ils sont capables aussi de répondre à. Parce qu'aujourd'hui, nous, on a de la chaleur sèche ou de l'autoclave. Et qu'est-ce qui est le plus consommateur, qu'est-ce qui est le plus cher? Là, je parle bien en énergie, en bilan global. Voilà. Comment on fait ça pour comparer? Bon, Florian n'arrive pas à prendre la parole, c'est bête. Bon, après, on peut rechercher ces données et revenir vers vous. Hein. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Arnaud? Ok. Merci beaucoup. Je t'en prie. Arnaud, on l'entend plus là. Plus Arnaud. Arnaud, Vous m'entendez? Ah oui. Oui, donc je disais que je voudrais pouvoir donner la parole à Floriane, mais visiblement, tant que je n'ai pas coupé Antoine, ça ne fonctionne pas. Et je n'ai pas... Ah voilà, je pense que là, ça va être bon. C'est parti. Voilà, c'est bon. Floriane va arriver pour nous donner quelques explications par rapport à ses usages. Alors. Voilà. Ah bah non. Ah, ça a coupé, je pense. Vous m'entendez? Non, c'est bon. Ah, vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, super. Alors, donc, avec deux questions, là, environnemental du lavable vs le jetable. En fait, c'est pas très compliqué de faire les calculs. Donc, moi, je me suis amusée à les faire dans le cas pratique dans ma clinique où je suis allée chercher les données de quelle quantité sont utilisées par ma machine à laver, quelle énergie, parce qu'en fait, ça dépend de l'électroménager que vous avez. Par exemple, en fait, moi, ce qui m'avait questionné, c'était au début, j'avais commencé les calculs pour les couches lavables, parce que j'avais vu une étude anglaise qui montrait que les lavables étaient plus impactant pour l'environnement que le jetable. Et en fait, il y avait plein d'hypothèses qui étaient prises qui n'étaient pas les mêmes que moi. Et en refaisant mes calculs, je m'étais rendu compte qu'en fait, on peut faire dire un peu ce qu'on veut au calcul. Ça dépend vraiment de la pratique qu'on a et de son électroménager. Et donc, on s'est amusé à Ecoveto, je me suis amusée, moi, à faire dans ma pratique, dans ma clinique, et à ressortir les données en eau, en électricité et en données carbone.
Et à chaque fois, ça ressortait comme plus économique et plus écologique pour la clinique. Donc, je pourrais donner les tableaux. Là où votre remarque est hyper pertinente, c'est que nous, on a fait sur les alaises jetables et alaises lavables parce que dans la formation AP-Form, c'était vraiment ça qui était ciblé au début. Il faudrait que je rajoute la stérilisation de mon Poupinel pour voir quel impact énergétique ça a. Et je vais m'amuser à faire le calcul et puis je pourrais le donner. Mais en termes même d'argent, donc on a fait la simulation avec l'aide d'APForm qui nous a aidé à donner les chiffres chargés et on a simulé avec une ASV qui serait payée échelon 5 et c'était quand même rentable pour la clinique. Donc, en termes de temps, même le temps de décharge des machines à laver, de pliage, de séchage, en majorant vraiment le temps qui est consacré. Et donc, je pense que ça répond en partie à la question. Et puis, ce qu'on ne modélise pas, c'est l'impact environnemental qu'ont les déchets en fait sur notre santé. La pollution de l'air, c'est dû aux particules fines qui sont dues au transport routier, mais qui sont aussi dues à nos incinérateurs. Et c'est quand même 50 000 morts par an en France, et ces particules fines sont liées, c'est aussi lié à nos déchets, donc il faut aussi le prendre en charge et en compte, et ça, on ne peut pas le prendre en compte par des calculs aussi simples. Et pour le Blue, donc Blue, en fait, leur force quand même, c'est que c'est un agent qui se biodégrade très 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 rapidement. En une semaine, en fait, votre produit, il est inefficace. Faut s'amuser à regarder un peu les molécules que vous avez dans ce que vous utilisez. Moi, j'avais regardé dans ma clinique, c'était du didécyl-diméthylammonium. C'est une molécule qui reste 1000 jours dans les rivières. Alors que le Blue, il est biodégradé en fait hyper rapidement. En une dizaine de jours, vous n'avez plus aucun impact sur la biodiversité. C'est pour ça qu'il faut le refaire en fait toutes les semaines. Leur part, c'est qu'en fait, ils re-remplissent vous leur renvoyez et ils re-remplissent et ils créent 0 déchet. Ce qui fait que voilà, vos composants, en fait, vous créez jamais de déchets. Et puis, ils ont une politique sociale parce que leurs petites fabrications sont faites dans des usines de réinsertion à Marseille. Donc, c'est fait localement avec une pensée éthique et sociale derrière. Et j'ai monopolisé beaucoup la parole, donc je me tais et j'espère que j'ai répondu à peu près à la question. Merci Floriane. Je lis une question de Serge qui se pose la question de comment recycler la chaux des gaz d'anesthésie. Si quelqu'un a une idée. Ou pas. C'est une bonne idée. Caroline? Personnellement, non, mais je peux me renseigner. Parce qu'effectivement, ils absorbent, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ouais. Je note la question de mon côté. Oui. Je pense qu'on va tout doucement terminer ce webinaire. Il est quand même 14h07 déjà. Je pense que certains doivent retourner au travail. Je vais remercier tout le monde. J'invite à toutes ceux et celles qui auraient encore des questions à les adresser directement à Caroline. La présentation vous sera envoyée, le replay également. Il faudra, donc vous aurez ses coordonnées, en tout cas son adresse mail. Je conclus en vous rappelant la date du prochain événement Ergon qui aura lieu donc à Paris le 30 mars prochain. Il reste quelques places, plus beaucoup. Donc si vous souhaitez venir vous interroger par rapport à la gestion de la crise, venez nous rejoindre. Voilà. On va conclure là. Merci à tous nos 3 intervenants. Merci à Floriane pour la réponse à certaines questions. Et puis, je vous souhaite à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci.